et sur l'apparence des choses. Une œuvre sans psychologie, mais une exploration du sinistre, de la terreur, de la possession, mais aussi la quête des secrets. Qu'a-t-on lu? De quel titre d'Henri Bosco se souvient-on? Pierre Lampédouse, L'âne culotte, le Mathéotime, L'enfant et la rivière. Mais d'où vient le côté ésotérique d'Henri Bosco? Du Maroc? De Naples? À l'écoute d'une vie, une œuvre, proposée par Françoise Estèbe et réalisée par Christine Berlamont, première diffusion sur France Culture en juillet 1995. Nous en saurons bientôt plus. Une vie, une œuvre. À quelque sage et solitaire ami des ombres, à celui qui veut retrouver la parole perdue. Je n'invente rien. Je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec moi. Vous aurez pu remarquer dans les autres livres qu'il y a toujours des personnages qui sont doubles. Ils découvrent le même qu'un autre personnage qui les étonne un peu. C'est mon compagnon de songe qui invente tout. Qui est mon compagnon de songe? C'est quelqu'un que je ne connais pas très bien quand même. Il est là derrière et il invente des choses. Au bout d'un moment, il m'hallucine, vous comprenez? Il me fascine, il m'hypnotise. Ce qui fait que lui invente tout ce que j'ai écrit, ça a été inventé par mon compagnon de songe. Et si on a le malheur ou le bonheur d'entrouvrir la porte, le compagnon de songe commence à vous faire des confidences. Elles sont tellement prenantes, vous êtes tellement étonné, tellement ému, tellement effrayé quelquefois, que vous êtes halluciné jusqu'à la fin du récit. Henri Bosco, La tentation de la terre, par Françoise Estèbe et Christine Berlamont, avec Claude Giraud, Jean Eunymus, Willy-Paul Romain. Ce qui m'a fasciné et attiré chez Bosco, c'est un certain regard qu'il porte sur les choses. Jean Eunymus. Un regard que beaucoup d'entre nous ont oublié, parce que nous vivons dans un monde technique, alors que lui, il vivait très proche de la nature sauvage telle qu'elle est. Et ce regard, ça consiste à voir, si vous voulez, derrière les choses, derrière les apparences, des présences spirituelles. En somme, découvrir le sens de ce que nous voyons autour de nous, le sens, la signification de l'eau dormante, le sens, la signification d'une source jaillissante, du vent, du feu, etc., etc. Alors, c'est cette ouverture, en somme, psychologique et spirituelle que j'ai trouvée chez Bosco et qui m'a absolument ravi. Claude Giraud. Bosco est connu pratiquement depuis le Mastéotime. Et le Mastéotime, certes, il y a eu l'âne culotte en 1937, mais le Mastéotime paraît en 1945. Et je crois qu'on peut rappeler que c'est exactement son cinquantenaire. Voilà, 50 ans que parut cette œuvre qui a valu à Bosco le prix Théophraste Renaudot. Et la gloire, je crois. Alors, effectivement, on a trop tendance à ramener Henri Bosco ou bien à une œuvre particulière, il est l'auteur de l'âne culotte, il est l'auteur de l'enfant et la rivière, etc. Et là, vous avez tout un arrière-plan scolaire qui peut être un peu gênant à la limite, ou alors il est l'auteur de bergerie, d'idylle provençale, une sorte de sous-Giono, de vie spagnole, enfin, et encore quand on le mentionne, c'est extraordinaire. Non, il est incontestable que cette œuvre qui commence très tôt finalement, parce que Bosco, qui est né en 1888. C'est quelqu'un d'origine italienne, comme le nom l'indique, bien entendu, à 2 générations, c'est l'Italie, la province de San Remo d'Imperia. Henri Bosco commence effectivement par des poésies.
Ça, on l'oublie trop souvent, c'est un poète. Il se voulait le Dante français, rien que ça. Et puis, évidemment, il y a un peu de bravade dans tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Nous avons encore retrouvé ses premiers poèmes. C'est pas des poèmes, ce sont de véritables trilogies de vers. Il disait 10 000 vers. Oh, il ne doit pas être très loin, à la manière du Père Hugo, à la manière aussi de la trilogie wagnérienne, enfin, de sortes de grands opéras en vers, quasi mystiques d'ailleurs. Bon, tout cela était mauvais. On lui a dit, et ça ne l'a pas plu, mais enfin, c'est essentiellement son ami Laurent Vibert qui lui a dit, il l'a accepté. Et à partir de 1920, après une guerre qu'il a fait brillamment dans l'armée d'Orient, le voilà qui, en 1920, est nommé à Naples. Et à Naples, à l'Institut français, il veut commencer une œuvre littéraire. Alors, il continue toujours à écrire des poèmes, sur la valeur desquels il ne se méprend pas d'ailleurs. Mais enfin, il écrit des poèmes. Et surtout, il commence à écrire des romans. Seulement, dans ces romans, il écrit en poète. Et c'est ça, l'originalité de Bosco. C'est un poète avant tout, mais un poète en prose. Et ses romans, c'est le premier, c'est Pierre Lampédouse, que j'aime beaucoup pour ma part. Pierre Lampédouse, c'est 1924, lorsqu'il paraît chez Grèce. Et alors, la période napolitaine, c'est une période d'exercice. Il y a Pierre Lampédouse, il y a Irénée, il y a le quartier de sagesse. Et puis, en 1930, il revient en France, à Bourg-en-Bresse, et il part ensuite, dès 1931, au Maroc. Mais la période napolitaine a été très importante parce que c'est là que Henri Bosco a découvert la Villa des Mystères à Pompéi. Il a découvert non seulement cette Villa des Mystères, il a découvert également, on lui a fait découvrir plus exactement, il a assisté aux fouilles que l'on faisait dans un cimetière pythagoricien dans le sud de l'Italie. Et puis, il avait comme ami un conservateur de ces fouilles, un certain Vittorio Macchioro, qui a écrit un livre magnifique sur Zagreus. Et c'est là la source de tout ce qu'on peut appeler le côté noir et lumineux à la fois de Bosco, le côté ésotérique, si vous voulez, de Bosco. C'était un contemplatif, Henri Bosco? Oui, certainement. Mais un contemplatif qui s'est découvert sur le tard. Parce qu'au début, ses toutes premières œuvres, Pierre Lampédouse par exemple, ce sont des récits satiriques, ironiques, il se moque de la réalité. C'est peu à peu qu'il est devenu lui-même, qu'il a pénétré à l'intérieur de lui-même. Et c'est même très intéressant de montrer cette conquête de soi. Il doit cela à quantité de médiations que je ne vais pas évidemment énumérer ici. Mais il doit beaucoup à son séjour à Naples et à sa prise de contact avec, à Pompéi, la Villa des Mystères. Et à travers la Villa des Mystères, les mystères de l'Antiquité, les religions à mystère de la fin de l'Empire romain. Et puis, il doit énormément à l'Orient. Les hasards ont fait qu'il fut nommé professeur au lycée Gouraud de Rabat, et il a rencontré dans cette ville de Rabat des penseurs, des mystiques qui l'ont absolument émerveillé, l'ont ouvert à ces réalités. Ces années marocaines ont été très importantes parce que il a rencontré des gens de haute qualité, il a rencontré quelqu'un comme François Bonjean, qu'il a initié, dont la femme était marocaine, berbère, qu'il a initié au soufisme, d'une part. Il a rencontré aussi la pensée, il n'a pas rencontré directement quelqu'un comme Guénon, mais il a rencontré l'œuvre de Guénon à laquelle il a été initié. Et lui aussi, nous en parlions à propos de ce premier livre de ce mastéotime, l'a marqué beaucoup. Il a rencontré Gabriel Germain, un helléniste, spécialiste aussi de l'ésotérisme. Et puis, d'une manière générale, coupé de la France, surtout à partir de 42, mais dès avant. La défaite de 1940 l'a marqué beaucoup, et pratiquement le mastéotime est né de la défaite de 40. Là, il y a eu une sorte d'approfondissement de la dimension religieuse, au sens très général, de la dimension mystique de Bosco. Jean Onimus, Henri Bosco vous a dédié un roman qui s'appelle Le Récif, qui est un roman qui date de 1971. Et c'est un récit hallucinatoire qui est une plongée dans les abîmes marins vers les demeures des dieux oubliés. Et c'était une réponse, ce livre, à une interrogation, une discussion que vous aviez avec Henri Bosco sur le mélange en lui de paganisme et de christianisme.
Il m'a répondu en fait en disant qu'il était un bon païen. Parce qu'il y a une très grande quantité de paganisme. Il y a le paganisme sensuel au sens le plus primitif et terre-à-terre, au ras des pâquerettes, vous savez. Ça consiste à se donner libre cours au sens, un point c'est tout, en refusant le spirituel. Or, au contraire, les païens, c'était des gens qui vivaient dans un état mystique, en contemplation avec le mystère des choses. Ils voyaient partout des dieux. On se moque d'eux parce qu'ils voyaient partout des dieux, mais c'est qu'ils sont là, les dieux. Il y a du sacré partout autour de nous. Une porte vénérable que vous avez ouverte pour entrer dans votre maison pendant 50 ou 60 ans. Cette porte est sacrée, le seuil sous cette porte, c'est sacré. Le temps rend tout sacré. Et c'est pourquoi j'aimais Bosco, parce que comme les hommes d'autrefois, il avait ce sentiment d'être baigné, imprégné, inondé. Il n'est pas né d'une hallucination, il est né d'une petite controverse entre moi et un ami à nous, à qui est dédié en partie le livre, qui s'appelle le professeur Jean Onimus, qui me disait un jour, en rentrant chez nous le soir, il me disait « Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un païen ». Je lui ai répondu, mon cher ami, vous êtes alsacien, vous. Moi, je suis provençal. Ma réponse, ce n'est pas que je suis un païen, ni un chrétien, je vous réponds, je suis provençal. Voilà mon acte de foi. Alors, un provençal est à la fois chrétien et païen. Sans te préoccuper des noms qu'on donne aux dieux, aime et vénère le divin. Tu peux croire que les dieux meurent tellement les plus glorieux ont été effacés du monde, mais tu aurais tort. Ils dorment. Comme tous les humains, les dieux ont besoin de sommeil. Ne cherche pas, le sommeil les rend invisibles. Mais si le hasard fait que sur ton chemin, ton pied imprudent heurte une racine de chêne, ou écrase brutalement un vieux feuillage de laurier tombé sur le sol, un frisson de terreur hérissera ta chair. Là, il y a encore un Dieu. Passe vite. Bosco était un homme de rituel. Oui, si l'on disait de rite catholique, chrétien essentiellement, mais au-delà de cela, parce que c'est un homo religioso, c'est un homme de rite d'une manière générale. Il y a des rites partout, y compris dans cette spiritualité que l'on appelle stupidement païenne, comme si c'était là le culte des idoles. C'est tout le problème du récif. Donc, c'est un homme religieux et un homme de rite, incontestablement. Je suis chrétien en ce sens que je me rallie moi plutôt au christianisme qu'au paganisme. Mais en tant que provençal, c'est-à-dire méditerranéen, je sens en moi la fusion des deux, n'est-ce pas? Nous avons un christianisme qui est imprégné de la philosophie antique. Je suis un grand lecteur de Plotin, de Platon, mais de Plotin surtout. Et aussi, je connais Clément d'Alexandrie, qui a été initié au mystère d'Éleusis. C'est-à-dire que nous faisons la jonction très facilement, mais sans discussion, sans syllogisme, sans opposer l'un à l'autre. Sur nous, ça se fond en nous naturellement, parce que nous sommes autour d'une mer très harmonieuse, sur ce que mon ami Gabriel Audisio appelle un continent liquide, qui est la Méditerranée, et tous les gens qui sont au bord de ce continent, au fond, n'est-ce pas, participent de ces deux choses, d'un côté sémitique, qui est le côté du christianisme, qui a une origine sémitique, et l'autre côté, le côté grec, par conséquent, une tradition purement intellectuelle, purement rationaliste. Je crois que c'est l'unité des deux qui peut nous sauver, mais pas la prépondérance de l'un sur l'autre. Un soir que j'étais arrêté au bord de la Durance, près de Mérargues, tu m'es apparu, Luberon. Je ne t'avais jamais rencontré jusqu'alors. Je te voyais au loin comme une muraille grisâtre et par endroits bleutée.
Parfois, tes masses paraissaient se modeler sur les formes d'un corps allongé au-delà du fleuve. Parfois, tu prenais le pli d'une pensée humaine. Tes lignes s'accordaient avec quelques dessins de la sagesse et livraient soit des élans justes, soit des volumes pleins. Tu n'exprimais qu'avec modération ta nature profonde. Ton secret restait contenu. Je ne le voyais point, je le pressentais. Tu n'étais plus une montagne, mais une puissante arrière-pensée qui barrait l'horizon du côté des Alpes. Cependant, le peu que tu m'accordais de ta confidence eût suffi à troubler ma méditation. Tu proposais au mouvement de mon esprit des itinéraires moraux apparemment faciles, mais tu m'offrais aussi, avec une insistance grandissante, l'obsession de l'autre versant et l'attrait des quartiers invisibles. La hantise de cet au-delà qui se cache juste derrière les crêtes, depuis lors a troublé toute ma vie. Il y a la découverte de son vrai terroir provençal, avec le choc de la vision du Luberon. Incontestablement, alors là, ce choc, il s'est produit, j'allais dire, il s'est réparti sur un certain nombre d'années. Parce qu'il est arrivé vers 1922 à Lourmarin, dans le château de Lourmarin que son ami Laurent Vibert restaurait, dont il voulait faire une sorte de Villa Médicis française, un bastion. Il prévoyait déjà ce qu'il appelait une décadence française et il voulait ériger là un bastion d'esprit. Alors là, pratiquement de 1922 à, disons, 1930, il accumule en lui un certain nombre de choses. Alors il découvre, sans s'en apercevoir, au fond, la terre. Il découvre la Provence et le Luberon. Et c'est peut-être, voyez-vous, là où pourrions-nous dire que il y a dans Pierre Lampédouse un petit passage qui me paraît très curieux. Son héros, Pierre Lampédouse, on considère cela un peu comme une pantalonnade, je n'oserais dire à la Pagnole, loin de là. Dans Pierre Lampédouse, le héros arrive à Cadenet et il se rend à Cucuron, nom admirable, dans le Luberon. Et voilà ce que nous écrit Bosco. Lampédouse contemple la campagne de la Provence solitaire, de ce pays si grave et si religieux, mais dont la gravité ressemble à de la sagesse. C'est un paysage qui sait, un paysage où se reflètent les lois profondes de la vie, où le dépouillement des cimes dénudées dessine les contours de grands rythmes élémentaires, çà et là, quelques grands chênes où l'on s'étend l'été à midi, en songeant au culte vénérable de la terre. Bon, mais quand vous avez lu ça, vous avez un tableau à la Cézanne. C'est la Sainte-Victoire de Cézanne, c'est pas la Provence des tutus-pampans et tout ce que vous voudrez. C'est une réalité cachée, qui est à l'image de la vie. Il montre bien le côté religieux, noble. C'est un culte, et quand il écrit le culte vénérable de la terre, ça n'est pas un T minuscule, c'est un T majuscule. La divinité terre. Avec le Luberon, il y a donc un tournant dans son œuvre. Il écrit sur la Provence, il écrit sur la terre alors qu'il est à Naples et qu'il sera ensuite au Maroc. Mais il y a un tournant dans son œuvre avec en 1932 Le Sanglier. Oui, alors le Sanglier, c'est vraiment le grand livre du Luberon. C'est là où il découvre, à Lourmarin même, puisqu'il s'est installé, maintenant installé, c'est trop dire, mais enfin il fait partie de l'équipe du château de Lourmarin. Hélas, Laurent Vibert va mourir très tôt, en 1925. Et à partir de là, il oriente toute son œuvre grâce à Madame Bosco d'ailleurs, qui lui a dit que le quartier sagesse, ça n'était pas sa voie. Il oriente son œuvre vers le Luberon, vers la terre sauvage et ses secrets. Il appelle cela son côté pastoral, religieux et tragique. C'est cela, le cœur tragique du Luberon. Et là, à partir de Lanculotte, commence d'ailleurs une grande trilogie qui est la trilogie d'Hyacinthe. Lanculotte, Hyacinthe et le jardin d'Hyacinthe, bien sûr. Lanculotte, c'est de 1937. Tout à fait, c'est de 1937. Il l'a rédigé au Maroc. Et ça est peut-être intéressant de penser que l'essentiel de l'œuvre provençale de Bosco, il n'a pas écrit en Provence, enfin, partiellement en Provence, bien sûr, mais essentiellement au Maroc. Elle est vue
par les yeux de la mémoire et du cœur aussi. Tu es aussi le pays sensé et religieux, la montagne intérieure, celle où serpentent sourdement les circulations souterraines. Les eaux, sans doute, mais peut-être plus que les eaux, ces courants de puissance tellurique qui, la nuit, quelquefois, te rendaient à mes yeux phosphorescents. Tu vas orienté dans le sens de la marche du soleil de l'Orient à l'Occident. Et quand je vois descendre en août et remonter les astres tout le long de tes crêtes électriques, tu es la mer et la tombe des étoiles. Et Lourmarin a été un lieu absolument essentiel pour Henri Bosco. Pour Henri Bosco, c'était un lieu essentiel. Willy-Paul Romain. Et cela s'explique par le fait que Henri Bosco était originaire du Comte-Avenessin, en fait d'Avignon, plus spécialement d'une famille du Comte-Avenessin juste à côté, et que son père, qui était un ténor, qui avait pratiqué à Marseille et à d'autres lieux, allait passer ses vacances à Lourmarin. Son père avait découvert Lourmarin. De sorte qu'Henri Bosco a découvert Lourmarin à l'âge de 7-8 ans. Et qu'il y a eu là ses premiers émois de jeune garçon et une attirance extraordinaire pour ce pays un peu magique qu'est le Luberon. Le Luberon est un endroit fabuleux. D'aucuns disent que c'est un ancien centaure immense qui s'est pétrifié, qui s'est endormi là. Pas personnellement, je le crois d'ailleurs. Mais Henri Bosco en était bien persuadé aussi, et il a été extrêmement attiré par tout ce qu'il y avait de fantastique dans les sites du Luberon, ces gorges, cette combe très étroite entre des rochers magnifiques, la forêt de cèdres, les drailles, c'est-à-dire ces chemins qui montent à partir du piémont de Luberon, le long des pentes, jusqu'à des villages perdus comme Sivergue, par exemple, d'autres, Bogneux de l'autre côté, qui n'est plus un village. Et Bosco n'a jamais pu vivre sans être à Lourmarin tous les étés, et a envisagé de passer un jour ou l'autre sa vie à Lourmarin. Mais Lourmarin est également un lieu un peu terrifiant. Enfin, ou du moins, Henri Bosco le ressentait comme tel. Henri Bosco était toujours excessivement sensible aux intersignes, au climat singulier et curieux. Il m'a raconté qu'un jour, qu'il était à l'époque, peu de temps après la mort de Laurent Vibert, dans une des salles du château, qui arrivait à la fin de sa restauration pour l'essentiel. Il était là devant la cheminée d'une des salles qu'on appelle maintenant la salle Martel ou la bibliothèque d'art. Il y a une grande cheminée superbe. Il était là devant le feu, tendant ses bottes au feu, un soir d'hiver, éclairé à la chandelle, bien sûr. À l'époque, l'électricité n'avait pas encore été installée. Et il a vu son chien se dresser, aller vers la porte, et aboyer. Il se levait, rien, personne. Et Bosco m'a toujours dit qu'il était certain que quelqu'un était entré, une ombre était entrée, une ombre. Vous savez que son dernier roman, dont le titre est une ombre, son dernier roman posthume, c'est exactement cela. Exprime tout ce qu'il a ressenti lui, que personne ne pouvait voir d'autre. Ce n'était pas une hallucination, c'était une perception de quelque chose d'absolument surnaturel. Et là, Bosco était à l'aise. C'est pourquoi tellement de ces romans sont imprégnés de cette sensation extraordinaire d'avoir une communication avec quelque chose qui n'est pas perceptible par n'importe qui. Et pour lui, le surnaturel n'était pas d'une essence différente que le naturel. Absolument pas. Par ailleurs, notez que Henri Bosco était croyant, était sincèrement et foncièrement catholique. Donc, il se défendait de croire à tout ce qui pouvait être magique, si vous voulez, dans l'expression. Mais il était sûr qu'il y avait quand même des âmes qui se promenaient par là. Le Luberon est une montagne très sauvage. À travers le Luberon, il a retrouvé le mystère, la sauvagerie, les ravins sinistres. Reste encore maintenant un endroit qui vraiment suggère le rêve. Vous voyez, Le Sanglier, son premier roman, le premier roman typique de Bosco. Puisque vous parlez du Luberon, la terre
est très ambigu. Le sentiment d'attachement à la terre est très ambigu. Chez Bosco, la terre, c'est à la fois la mère nourricière, c'est la terre qui accueille, c'est la terre qui protège, c'est la terre qui console, mais c'est aussi la terre qui terrorise. Et la terre dont Bosco a peur qu'elle le possède, au sens de possession satanique. Je crois effectivement que là, Bosco va jusqu'aux limites, si vous voulez, de ce qu'on appelait son paganisme tout à l'heure. C'est-à-dire l'ambivalence de cet abandon de ce que nous appelons la raison aux pulsions très profondes qui nous lient à la nature. Alors là, il y a de tout. Il y a du divin et il y a du diabolique. Bosco était très sensible à cette ambivalence. C'était un conteur prodigieux, Bosco. Je vous dirai tout ce que vous voudrez sur Bosco, nous contant des histoires quand nous étions, nous pensionnaires de Lourmarin, sur la terrasse, en train le soir aux étoiles. C'était fabuleux. Et il inventait chaque soir un conte nouveau. Il nous racontait toute la magie du Luberon. Il nous racontait les sangliers, il nous racontait ce qu'on appellerait peut-être des braconniers, mais ce n'est pas tout ça. Mais ces êtres singuliers qu'on rencontrait, des bergers, beaucoup, les bergers. Il avait une admiration pour les bergers. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en avait encore beaucoup, plus encore à l'époque dans le Luberon. Et il était heureux de nous raconter les nuits aux étoiles, tout ce que les bergers, le dialogue des bergers avec les étoiles, n'est-ce pas? Bon, le comportement des bêtes. Et ça, c'était fabuleux. Il parlait, il nous était proche. On ne se lassait pas. On terminait jusqu'au moment où Madeleine Bosco, ma chère épouse, disait « Henri, il faudrait vous coucher, peut-être, vous allez être fatigué demain. » Il était très sensible à la nuit. Il était excessivement sensible à lui. C'était un oiseau nocturne, Bosco, absolument. Il nous a combien de fois amené faire des promenades, pas trop longues toujours, parce que Madeleine ne voulait pas qu'il se fatigue trop. Mais on parlait des étoiles, nous étions tous, il y a longtemps, n'est-ce pas, 46, ça fait près de 50 ans. Hein. Et nous étions peut-être, notre génération était beaucoup plus proche de ces problèmes d'astronomie, de découverte du ciel, etc., que ne le sont les générations actuelles, qui en sont un peu plus loin, sauf quelques amoureux des étoiles. Et Bosco était un homme de la nuit, et il voyait toujours dans la nuit des choses que nous ne voyons pas. D'ailleurs, il suffit de lire Hyacinthe, le jardin d'Hyacinthe, à partir de l'âne culotte, pour voir à quel point il vivait dans la nuit, avec les êtres de la nuit. Parce que la nuit favorise les songes. Parce que la nuit facilite tous les espoirs. Tous les espoirs. Je crois qu'il mettait beaucoup de confiance dans les messages que lui apportait la nuit pour les rencontres avec des êtres, ou bien, même des révélations sur ce que serait le comportement des êtres. Vous retrouvez ça d'ailleurs un peu dans le mastéotime, je crois. Oui. Il aimait la nuit, il aimait les ombres, il aimait tout ce qui était fantomatique. Il aimait tout ce qui était, encore une fois, je reprends le mot un peu surnaturel, si vous voulez, sans donner trop d'importance au vocable, n'est-ce pas? Il disait que l'écriture était une forme d'hallucination, qu'il partait d'une hallucination et qu'il la mettait en forme. Oui, mais je veux dire, je pense c'est ça, il avait un éclair, une illumination, plus qu'une hallucination, une illumination. Et à partir de là, il pouvait écrire un livre. D'ailleurs, des ouvrages comme Malicroix ou Le Récif, en dehors de toute la structure culturelle, profondément ô combien, c'était ça, c'était le choc de deux êtres, l'image d'un personnage insolite, mais qui était un esprit qui tournait. La nature elle-même est présentée comme très mystérieuse et assez violente et assez terrifiante chez Bosco. Oui, la nature exactement. Et là, voyez-vous, quand on parle de nature, on pourrait peut-être dire qu'il n'y a pas, comme dans les dissertations d'autrefois, le fameux sentiment de la nature chez X, Y, Z. Il y a le sens de la terre. Le Dieu, du fond de son sommeil, invite l'homme à la piété. Le Dieu, du fond de son sommeil, invite l'homme à la piété envers le chêne, le roc, l'antre, les eaux cachées. Parler de la terre, de la nature, si l'on veut, soit, je dirais aussi bien du cosmos, c'est parler du sacré. Le sacré, pour Bosco en particulier, ça n'est pas une entité, ça n'est pas un dieu.
Le sacré, c'est la révélation d'une puissance surnaturelle. Ce que Rudolf Otto appelait le tout autre. Alors on ne définit pas, on ne peut pas définir, mais nous le ressentons. Et qui se présente, vous savez, sous la forme d'un mystère qui est aussi bien un mystère, vous dites, qui fait peur, qui terrifie, ou alors c'est un mystère qui vous attire, au point de vous faire perdre le sens de votre équilibre humain. Alors là, pour saisir ce mystère de la Terre, de la nature, du cosmos, il faut un certain don. Or, quelqu'un comme Bosco prétendait l'avoir. La découverte du Luberon, car c'est une découverte que j'ai faite en 1921, la découverte du Luberon m'a donné une impression extraordinaire de présence réelle, la présence. Au fond, pour moi, le Luberon était un dieu, si vous voulez, à ce moment-là, une espèce de divinité tellurique comme les Grecs la concevaient. Et les Grecs éprouvaient un sentiment qui a un nom que je vais vous dire et que vous connaissez certainement, quand ils se trouvaient dans certains lieux, les Grecs, certains lieux, une gorge, un bois de chêne, ou même une source, n'est-ce pas? Il arrivait quelquefois qu'ils avaient une espèce de frisson sacré. Et ce frisson sacré avait un nom, on appelait ça le tambos. Eh bien, c'était par conséquent le dieu souterrain, le dieu dans les choses, n'est-ce pas? C'était le côté divin des choses, n'est-ce pas? Qui émanait un rayonnement et qui troublait par conséquent profondément ce grec. Eh bien, moi, je suis doué de tambos, dis-je, sans modestie, parce que je suis un peu grec, comme beaucoup de Provençaux, et j'ai éprouvé en arrivant ici ce tambos. J'ai éprouvé, je l'éprouve encore, un sentiment de procédure religieux de la terre, si vous voulez, n'est-ce pas? Je dis quelquefois à des amis, ce pays est plein de centaures, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ça. Ils sont un peu étonnés quelquefois quand ils n'ont pas cette subtilité méridionale que tout le monde n'a pas, n'est-ce pas? Eh bien, ils cherchent les centaures. S'il y a des gens avec 4 pattes, 4 pieds, puis un buste humain, ils y sont quand même. C'est plein de centaures. Par conséquent, c'est plein de divinités chthoniques, de divinités telluriques. Ça, c'est la Terre. Tes lieux habités nous proposent des noms aussi beaux que les collines d'Argolide ou que le calme d'Épidore. Souvent, ils cachent un secret ou dénoncent la présence d'un dieu. Mais c'est surtout le prestige de tes lieux inhabités qui tente notre rêverie. Mâts abandonnés aux ravines, chapelles détachées de la prière, crèches sans agneaux. Et ces mystérieux villages bâtis en pierre sèche sur les hauteurs, loin des routes, et qui groupent encore leurs huttes rupestres où de temps à autre s'abrite un berger qui a froid. Pour lui, la Terre, mais ça n'est pas un concept, il le sent, c'est une expérience personnelle. La Terre, cela rassemble toutes les forces agissantes, cachées ou manifestes, du cosmos, et leur correspondance au plus profond de nous-mêmes. Et c'est exactement, voyez, pourtant ce n'est ni un théologien, ni un historien des religions, mais c'est ce que nous dit Mircea Eliade de la première valorisation religieuse de la Terre dans l'histoire religieuse de l'humanité. C'est une valorisation indistincte. La Terre, c'est le cosmos, réceptacle des forces sacrées diffuses. C'est Bosco. Mais ce sentiment du sacré était un sentiment de terreur également. Bien sûr, c'est un sentiment très ambivalent. Si le monde n'est pas fait uniquement de choses, entre guillemets, des choses, il n'y a rien de plus plat que des choses, ce n'est qu'une surface, c'est à 2 dimensions. Si le monde est fait aussi en 3e dimension, par une certaine profondeur invisible et spirituelle, le monde vit et il est inquiétant. Il peut être merveilleux, il peut être angoissant. Si vous vivez dans un monde de choses comme nous le faisons trop souvent, c'est un monde sans intérêt, nous nous ennuyons. Nous ne sommes ni angoissés ni enchantés. Tandis que, avec Bosco, vous vivez dans un monde qui vous parle. Et ça, je crois que pour l'homme de notre temps, c'est très important. Le contact de Bosco peut très profondément transformer notre conscience. Le monde de Bosco est un monde habité. Exactement. Alors, quels étaient les dieux de Bosco? Je crois qu'il ne faut pas parler de dieux au sens des anciens, parce que les anciens avaient plus ou moins chosifié leur divin.
Et ils avaient raconté des histoires invraisemblables, absolument stupides. La mythologie est remplie d'anecdotes absurdes. Mais il faut voir ce qui se passait à l'origine de tout cela. Par exemple, je citais tout à l'heure le seuil. Le seuil avait un nom, il y avait un dieu qui était le dieu du seuil. Dans la maison, chez les Romains, le balai, il y avait une déesse qu'on invoquait quand on prenait le balai. De sorte que l'instrument devenait vénérable. On vivait ainsi dans un monde spiritualisé par les rêveries des hommes qui avaient tourné longtemps autour de toutes ces choses-là. Un monde profondément humanisé. Alors là, le sacré, nous le disions à l'instant, est ambivalent. Le sacré contient du terrible et du fascinosum, quelque chose qui émerveille, et en même temps quelque chose qui fait peur. De quelle nature est la menace ? Parce qu'il y a toujours une menace, une peur et une menace dans les romans de Bosco. Alors de quelle nature est cette menace ? Je crois que cette menace est extrêmement diffuse. C'est ce que j'aurais dû dire à l'instant à propos de ces divinités. C'est très diffus, c'est très confus. C'est une présence vague. Vous l'avez constaté peut-être dans son dernier roman, L'ombre, et d'ailleurs aussi dans le récif. Les dieux sont à peine indiqués. Ils n'ont pas de caractère, ils n'ont pas de biographie, de psychologie. Ce sont des présences obscures. Alors, il ne faut pas vouloir trop, de nouveau, chosifier ces choses-là et les cerner de trop près. La menace, c'est tout simplement la menace d'un monde sauvage. C'est pourquoi c'est tellement tonique de lire Bosco, parce que tout ce que vous portez en vous et que le monde autour de nous refoule, parce qu'il est entièrement technicisé et mécanisé, tout cela renaît, se retrouve, et nous découvrons nous-mêmes à travers ces choses-là. Imaginez l'eau dormante au clair de lune, tout ce que ça peut évoquer. Je ne veux pas parler de romantisme, mais d'une façon générale, tout simplement, le sommeil sinistre de la nuit, le sommeil de la mort, le silence. Eh bien, toutes ces choses-là risquent de, pour ainsi dire, en nous, s'atténuer et disparaître. C'est grâce au contact de la nature que nous sommes nous-mêmes. Le monde est un livre que nous ne savons plus lire, et Bosco nous aide à lire le monde. Vous voyez, l'utilisation d'un thème naturel élargit énormément la conscience. Vous me direz, ce n'est pas du réalisme. Mais si, c'est au contraire un réalisme profond. C'est la réalité de ce que nous ne disons pas, nous ne savons pas dire, mais que nous portons en nous. Et tout cela, ça risque de moisir en nous si nous n'avons pas, grâce par la médiation d'un poète, la médiation d'un écrivain, la possibilité de mettre tout ça dans la lumière. Le vrai mystère, par définition, est un secret qui ne peut pas se dévoiler par essence. Alors, par conséquent, je n'ai pas la prétention de le dévoiler, d'autant plus que le mystère que je poursuis, qui est le mystère de l'âme humaine, c'est le mystère du monde. Je crois que jamais on ne le percera complètement, parce qu'à ce moment-là, on deviendra soi-même un propre mystère. Mais on peut aller loin quand même. On peut aller très loin, on peut continuer à explorer, et par exemple, je suis arrivé à... je ne dirais pas à trouver quelque chose, mais à exprimer quelque chose, ceci. C'est que la Terre aspire à la pensée et à la parole. Un de mes héros, la nuit, dans la campagne, allongé par terre, n'est-ce pas, au milieu des herbes odoriférantes, etc., a le sentiment que la nature vit autour de lui, et que la nature souffre, étant espèce de fièvre, de recherche obscure d'elle-même, n'est-ce pas? La nature cherche à se définir elle-même, obscurément, comment dirais-je, de façon à passer un peu de la matière à la pensée. Or, il se trouve que nous sommes la pensée de la nature. Nous avons exprimé cela d'une certaine façon. Et alors, si nous nous trouvons
pris par cette espèce de diffusion de la nature, nous risquons de devenir fous, de devenir insensés, de devenir des espèces de monstres. Il faut par conséquent qu'à ce moment-là, ce qu'il y a de déraisonnable dans ce mouvement de la matière, en aspirant vers la pensée, il faut lui imposer quand même quelque chose qu'un homme peut imposer, c'est-à-dire une forme. Cette forme qui doit maintenir ces effusions telluriques, élémentaires que nous avons en nous, dans des limites telles que ça reste tout de même accessible à la raison. Viennent ceux qui vous diront mais au fond, il n'y a pas de psychologie dans l'œuvre de Bosco. Et je crois qu'ils ont raison. À condition d'ajouter, comme le disait mon ami Benoît Neyss, il n'y a pas de psychologie au sens classique du terme. Très bien. Et puis, dans un oubli moins profond, je trouve cette phrase « Je suis du regard », nous dit Bosco, en la montrant à peine, l'aventure secrète intérieure aux événements qui double toujours mon récit. Donc, il y a une manière de suivre les événements et une manière de voir ce que ces événements vont nous révéler. Eh bien, ce qu'ils nous révèlent, c'est tout simplement la fameuse psychologie des personnages. Et là, je vous citerai un fragment d'une lettre qu'il m'avait adressée le 27 janvier 1963, où il dit « Je n'ai pas écrit volontairement des récits symboliques, mais j'ai vu venir à moi des personnages dont la nature et les actes prenaient peu à peu une signification qui allait au-delà. Je n'ai pas écrit volontairement des récits symboliques, mais j'ai vu venir à moi des personnages dont la nature et les actes prenaient peu à peu une signification qui allait au-delà de la psychologie, puisque les ressorts réels des événements où ils se trouvaient engagés relevaient des forces obscures du monde. Je suis en effet de ceux qui croient aux analogies universelles, et qu'en nous, le cosmos a plus que son reflet, mais l'un de ses doubles. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que la psychologie humaine n'est pas seulement humaine, elle est dans le monde entier, dans le cosmos. Mais enfin, vraiment extraordinaire, et c'est elle qui nous permet de comprendre, c'est pourquoi beaucoup, je crois, se trompent sur Bosco, lorsqu'il s'approche de certains mystères, seule l'imagination peut servir de voie d'accès. Parce qu'elle est d'ordre littéralement religieux. C'est très net pour les dernières œuvres, par exemple pour le Récif, approcher cette sorte de lutte entre le paganisme et le christianisme à l'intérieur d'un Méditerranéen, on ne peut le faire. C'est la rêverie. Vous savez que c'était un grand ami de Bachelard. Et Bachelard a écrit un livre sur la poétique de la rêverie. La rêverie, c'est un rêve éveillé. Et c'est lorsque on laisse, si vous voulez, on détend les liens de présence à l'égard du réel, de l'actuel. La rêverie du rêve éveillé est possible partout. C'est une dimension d'existence. Ce ne sont pas des rêves qu'on peut proprement raconter comme un conte onirique. On parle d'onirisme. Ce n'est pas chez Bosco une littérature onirique. C'est une littérature de rêverie. Oui, mais lorsque Bosco parle d'hallucination, le terme est plus fort que le mot de rêverie. Parce qu'il dit Je crois qu'il ne faut pas abuser de ce terme d'hallucination. Lui en abuse. Lui, peut-être. Mais ce ne sont pas vraiment des hallucinations. Bosco ne va pas jusque-là. Il est vraiment le médiateur, c'est-à-dire qu'il est entre les deux, entre le fantasme pur et la réalité plate. Et il y a de la place entre les deux. Et il y a de la place pour une réalité vivante, une réalité vécue, une réalité profonde. Ce n'est jamais chez Bosco vraiment du fantasme, sauf peut-être dans l'ombre, tout à fait dans sa dernière œuvre, qui n'est probablement pas la meilleure.
Mais en général, il reste dans une sorte de vraisemblance réaliste profonde. La vraisemblance d'une réalité plus authentique que la réalité épisodique que nous rencontrons tous les jours. Tous les romans de Bosco sont structurés comme ça sur des strates. Oui. Il y a l'apparence des choses et puis il y a le surnaturel derrière l'apparence des choses, toujours. C'est ça. Il y a le surnaturel. Il y a, si nous pouvons peut-être prendre le mastéotime comme exemple, parce que nous parlions du mastéotime et nous disions qu'il y a 50 ans que ce livre a été publié, quand même, un cinquantenaire. Et alors, quand vous lisez ce mas, et que vous demandez à quelqu'un, mais au fond, pour vous, qu'est-ce que c'est que le mastéotime ? Alors les uns vous diront, il y a une intrigue policière, c'est vrai. D'autres vous diront, c'est le roman d'un amour impossible, c'est vrai également. D'autres vous diront, oh, c'est l'hymne à la terre qui sauve l'homme en proie à toutes ces... C'est absolument vrai, ce sont des lectures possibles. Et c'est peut-être là où je pourrais très rapidement vous dire, voyez, vous proposez une lecture du mastéotime, c'est une lecture parmi d'autres. Il y a un passage sur le que l'on a relevé de manière générale, où Henri Bosco nous parle d'exaltation et d'amplitude. Bien. L'exaltation et l'amplitude, ce sont des notions qui remontent à la mystique soufie et dont il a hérité des livres de Guénon qu'il connaissait très bien. L'amplitude, c'est, pour être très, encore une fois, presque caricatural, l'amplitude, c'est, j'allais dire, le bras horizontal de la croix. C'est ce qui fait que l'homme qui veut se réaliser, c'est-à-dire atteindre la plénitude de sa condition d'homme, c'est-à-dire presque de retrouver sa divinité, l'amplitude, c'est au fond la synthèse des règnes de la nature, règne végétal, règne minéral, ça correspond au petit mystère des Grecs. Dans le sens vertical, le bras vertical de la croix, vous avez l'exaltation. Comme le nom l'indique, l'exaltation, c'est une sorte de jaillissement vers le haut. Et là, on passe d'un état à l'autre, on dépasse l'homme qui devient absolument l'homme universel. Un chrétien dirait, c'est la vision béatifique. Bon, arrêtons là. Dans le mastéotime, quand vous commencez à lire, vous avez vos deux personnages qui sont Pascal et Geneviève. Alors, Geneviève et Pascal, qui sont deux êtres de flamme, deux êtres de passion, sont deux êtres qui sont bloqués. Elle est bloquée parce que si elle reste avec son cousin, imaginons qu'elle vive auprès de lui, elle détruit tout, elle détruit le mastéotime, les alibères, elle détruit son cousin, elle le sait très bien, elle brume d'une flamme qu'un homme ne pourra absolument pas assouvir. Pascal, c'est la même chose. Mais cette flamme, quelle est-elle, cette flamme ? C'est le désir de l'absolu. Et Pascal, c'est la même chose. Pascal, il l'a connu, il l'aime, il l'a connu très jeune. Et qu'est-ce qu'il fait ? Bien, il la fuit. Il a peur de la passion. Il a peur d'être remis en question par la passion. Alors, il y a une solution, c'est de se renfermer dans son monastère. Mon égoïsme de campagnard solitaire, voilà ce qu'il dit de lui. Alors comme ça, c'est très simple, on supprime la femme, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de femme, il n'y a plus de passion, et c'est réglé. Non, c'est pas réglé parce qu'à ce moment-là, on ne se développe pas. Et pour se développer, il faut, première dimension, l'amplitude. Et il va découvrir peu à peu le sens du mastéotime. Il va retrouver la solidarité avec les êtres, avec les alibères, avec Claudius. Quand il accepte l'héritage du cousin sauvage, ça veut dire qu'il accepte une partie de lui-même. Et puis il retrouve le sens de la terre. Et il est agriculteur, si vous voulez. Alors on a dit, mais oui, les travaux de la terre. J'ai semé, labouré, moissonné, nu. Je veux dire, ajoute Pascal, pur de souillure passionnelle. Voilà, ça veut dire que c'est une ascèse, ces travaux de la terre, c'est-à-dire le fait de travailler selon les saisons, l'amitié avec les saisons, l'amitié avec le grand rythme solaire et nocturne, c'est travailler pur des souillures passionnelles. L'exaltation, elle est réservée, semble-t-il, à Geneviève. La flamme qui la brûle, c'est un besoin d'aller toujours plus haut.
Dans quelle direction? Ça l'a amené pour le moment jusqu'à une véritable marginalité. Or, personne ne veut voir qu'elle évolue, cette femme. C'est qu'elle rencontre dans une chapelle le fameux symbole sur un mur, le cœur dans lequel s'enfonce la croix. Là, elle blêmit, elle frémit, quelque chose se passe en elle. Ce qu'elle a découvert, justement, c'est Saint Jean, la leçon de Saint Jean, l'ami de Dieu. Dieu est amour. Et elle trouve son orientation, qui va l'amener, mais alors très lentement, jusqu'à ce départ au couvent des Trinitaires, au renoncement. Et par là même, elle va aider Pascal à retrouver sa propre orientation. On avait tout à l'heure le pur des souillures passionnelles. Il va falloir qu'il apprenne que pour l'aimer véritablement, il faut renoncer à elle. Il faut qu'il passe par un stade que les alchimistes et les tenants de l'ésotérisme appelleraient la calcination, parce que il va se sortir de cette épreuve par une mort symbolique. La paix est certainement plus grande que le bonheur, c'est ce qu'il dit. Vous voyez, une lecture possible. Oui, ça c'est le sens initiatique du roman de Bosco, mais en même temps c'est un roman extrêmement sensuel, chargé d'odeurs, de senteurs, de formes, de couleurs. Et là, c'est peut-être le danger un peu de telle réflexion, c'est que ça tient peut-être à nous, qui sommes un peu des spécialistes, si l'on peut dire, de Bosco, de ramener peut-être tout cela à des idées. Mais ce ne sont pas des idées, c'est une expérience. Il me l'a écrit également, nous aurons peut-être le temps de le dire, mais que chaque roman, et pour lui, ça n'est pas quelque chose de voulu, c'est une aventure personnelle. Alors il faut suivre cette aventure, l'aventure, elle passe par un corps. La bourrasque tournait à l'ouragan. De fureur, elle gonfla son poitrail. Un coup de boutoir creva la nuée, et par trombes, tornades, avalanches, une poussée torrentielle de vent fou s'abattit du ciel. La mêlée tordit l'air en mille clameurs. Une spirale reformée de tous les souffles remonta vers les nuées. La roue des vents, pénétrant au cœur des nuages, fit tourner la tempête au milieu des vapeurs et y éclata. Les hauteurs retentirent de détonations, et soudain, toute l'étendue, de la terre au ciel, des monts à la mer, ne fut que vent. Un seul vent, le vent lui-même, le corps, l'âme du vent, la substance du vent, la passion du vent, la pensée du vent, l'être du vent, le vent roi, le vent Dieu, le vent, rien que le vent. Car tout devenait vent. Le ciel, les arbres, l'eau, le fleuve, le sol, la maison, le corps, l'âme. Voûte devant branche, devant onde, devant terre, devant mur, devant chair, devant... Et moi-même, vent vivace, sans pensée ni cœur que le vent sauvage. Le vent m'avait pris, pénétré, vidé de moi-même. Désormais, j'étais fait de vent. Déchiré par les vents, ma pensée en se dispersant s'envolait de ma tête retentissante. Des gerbes de vent la perçaient, et de toutes parts, jaillissant en elle, il l'arrachait de moi, la tordait, puis en spirale folle mêlait ses faibles tourbillons au tournoiement de la tempête. En moi, sous cette ruée incessante, tout fuyait en figure hagarde, et ne pouvant rien arrêter, je n'étais plus qu'événement sonore, dont l'un emportait l'autre avec une vertigineuse rapidité. Entre l'ouragan et moi-même, toute limite s'abîmait. Et bientôt je devins un morceau volant de l'espace, à travers lequel tournoyait un faible sentiment de l'être universel, dernier vestige de mon être même, cramponné à l'âme en péril, loin de mon corps, dans la lame du vent. Quelle conception avait-il du mal? Je crois que c'est assez difficile de répondre à cela. Le mal, c'est le démon. Jean Onimus. Et chez lui, le démon, ce sont les femmes. Et elles se présentent toujours sous un aspect terrible. Il y a en particulier un thème de la femme en noir, ou à la peau basanée, on ne sait pas pourquoi.
Et ce thème circule à travers son œuvre. Vous verrez souvent que les femmes, là, sont des fées, dans le sens péjoratif des vieilles légendes. Ce sont les fées des eaux. Elles circulent dans les cavernes. Elles ont des rendez-vous dans les profondeurs de la terre. Elles portent des sorts. Enfin, je vous renvoie à des œuvres comme l'Antiquaire ou comme le Rameau de la nuit. Les femmes sont des êtres très, très énigmatiques et mystérieux. Et pourquoi ? Eh bien, c'est parce que Bosco, bien qu'il fût agrégé, bien qu'il fût professeur, n'était pas un intellectuel du tout. Et il avait le plus grande sympathie pour les êtres instinctifs. Il croyait, il s'était fait un véritable mythe de la femme, que la femme était un être tout à fait primitif, tout à fait instinctif. Et avec toutes les ambivalences que j'ai dit en commençant, que je signalais tout à l'heure, donc elle peut être un ange, mais elle est aussi beaucoup plus souvent un démon. Mais vous nous dites que Bosco avait une attirance pour les êtres instinctifs. Mais il me semble plutôt qu'il avait peur des êtres instinctifs et qu'il avait peur de la femme. Ah oui, mais je vous ai dit aussi qu'il adorait se faire peur. Par conséquent, cet attrait pour les êtres instinctifs relève de ce besoin d'être inquiet. Je crois que c'est un homme qui aimait un peu se faire peur. Et un des ressorts de ses romans était de faire peur au lecteur. C'est une manière, si vous voulez, de capter l'attention. Et un des charmes, peut-être magiques justement, des romans de Bosco, c'est que peu à peu, on ne sait plus où est le réel et où est l'irréel. On vit aux limites du rêve et du réel. C'est une frontière. Et là, on se laisse aller à des hantises, à des angoisses, et c'est très agréable. Mais ce n'est que artistique, c'est quelque chose qui ne va pas beaucoup plus loin. C'est un état poétique, ce n'est pas un état de l'âme. Oui, c'est un état poétique, mais c'est un état poétique, créateur d'ailleurs, est aussi un état de l'âme. Car il vivait cette poésie. Ce n'était pas chez lui un jeu, c'était quelque chose de vécu, d'authentique. Il est certain qu'il y avait chez lui le goût d'un peu de la terreur et du sinistre. Vous avez lu le Récif et vous avez vu quelle religion sinistre qui s'exprime dans des chants mystérieux, dans les cryptes de cette maison, là, Paros. C'est pas du tout l'église orthodoxe, qui est une église très gaie. Bosco a mis son empreinte personnelle sur le culte orthodoxe. C'est une foi inquiétante, qui fait appel à des dieux qui n'ont pas l'éclat du Dieu éternel, du Pantocrator, du Dieu tout-puissant. C'est un culte qui est marqué par le paganisme et par la peur des forces de la nature. Cette terre, c'est comme une sorte de créature animale qui vous rend sensible l'énergie cachée de la nature. Claude Giroux. Ce que j'aime. Car alors en moi, ce n'est plus mon cœur qui se trouble et les désire, c'est la terre. La terre elle-même les guette, les attend, les attire sourdement. En moi, elle les appelle, et un jour ou l'autre, les captive. Oui, vraiment, pour dire avec Bosco dans le Rameau de la nuit, la puissance est, plus qu'on ne pense, du côté des ténèbres. Il y a la peur d'une possession dans les romans de Bosco. Voilà, c'est la peur d'une possession, d'une captation littéralement. Cette captation, elle peut venir de la terre, si jamais elle vous dévore, si les songes, parce que la terre, elle ne pense pas à la terre, elle ne parle pas, mais elle rêve. Vous rêvez aussi. Si vos rêves, c'est-à-dire vos désirs, coïncident avec les rêves, c'est-à-dire les désirs de la terre, c'est fini. Là, vous devenez un être, une créature de l'ombre. Mais ça peut être aussi un être humain. Ça peut être, en particulier dans l'œuvre de Bosco, une femme qui, par le biais de la passion, peut prendre en quelque sorte, vous attirer, les femmes en noir dans son œuvre, attirer littéralement votre être et vous transformer, vous changer, faire émerger en vous
l'ombre que vous êtes. Et c'est fini. Vous n'existez plus. Elle prend votre âme. Un jour viendra où elle prendra votre corps. C'est dans une ombre. Alors là, ce sera véridique. Alors je me mis à trembler. J'essayais d'arrêter ce tremblement. Mais l'onde en montait si puissante du centre même de ma vie que mon raidissement n'en rendait que plus douloureuse l'intensité. Et l'onde entrait dans l'autre chair dont j'essayais en vain de dénouer l'étreinte, qui faisait de nous deux un seul corps agité de frissons. Cette chair sentait l'herbe sauvage des montagnes, la résine du pin, la lymphe du chêne, le feu. Elle était la terre et l'orage. Tout le ciel bas, les rocs, l'humus, les bois chargés à craquer d'électrique puissance en magnétisaient la farouche ardeur. De la tempête suspendue, les forces redoutables descendaient maintenant en elle pour la dévaster. À cet appel, je répondais déjà par le désordre. J'étais altéré, dévorant le désir, mais un désir sombre, se frayait un chemin de flamme à travers ma confusion. Je n'avais plus dans ma tête chaude qu'un signe, la pensée du feu. J'attendais l'explosion de la tempête et l'universel incendie qui illuminerait ce visage si ferme dont je sentais la pression opiniâtre contre mon visage éperdu. Car nous étions joug contre joug, et par éclair, une brève lucidité me faisait pressentir et redouter le voisinage d'une bouche désirable dont je m'étonnais qu'elle ne vînt pas. Mais plus profond était mon trouble de la deviner toute proche et encore inconnue. Je n'osais la contraindre. Peut-être se refusait-elle pour une étrange volupté. Mais tout emporté que j'étais par la chaleur du sang, peu à peu je voyais s'élever de mes ombres un mystérieux mouvement qui contrariait mon désir. Il semblait se former non pas de moi, possédé par la frénésie d'une fureur irrésistible, mais grandir à travers ce délire qui m'était propre. Sous l'ivresse extraordinaire dont j'étais à la fois exalté et vaincu, et c'était mon exaltation et c'était ma défaite, se dégageait un sentiment encore confus de terreur, où le peu de raison qui me restait me suggérait l'imminence de quelque sacrilège. Il a une écriture extrêmement nerveuse, extrêmement tendue. C'était pas du tout un homme serein. Il a une écriture qui révèle en effet un caractère, je dirais presque anxieux. Willy-Paul Romain. Même s'il n'en laissait rien paraître, vous voyez. On sent très bien que Henri Bosco cherchait toujours à aller un petit peu au-delà de sa personnalité. Il se forçait parfois à être un petit peu amusant, caustique, badin, tout ça. C'était pas tout à fait son vrai tempérament. Dans ses romans, il y a toujours un sentiment de peur, quelquefois même de terreur. Est-ce que dans l'homme, dans la vie quotidienne, était comme ça très, très torturé, très angoissé, il très était assez inquiet? craintif. Je vais vous raconter qu'en 1946, précisément, cette année-là, nous avions connu à Lourmarin un personnage assez extraordinaire et énigmatique qui s'appelait Jacques Gorbov, qui était un très bon écrivain. C'était un Russe blanc, réfugié en France depuis très longtemps, chauffeur de taxi à Paris l'hiver, et vivant à Lourmarin dans un ancien mas, en compagnie de sa femme. En tout cas, ce Jacques Gorbov était un personnage très singulier, et son premier livre s'appelait simplement Les chemins de l'enfer. C'était un récit de conte absolument terrifiant. Et un jour, nous en parlons avec William François, l'ami qui m'avait fait venir Lourmarin, et Henri Bosco, et d'autres amis. Et Henri Bosco lui dit, mais c'est un avatar du démon. C'est un être redoutable, redoutable. Et alors là-dessus, nous partons faire une visite dans le château que nous aimions bien. Nous montions tout à fait au sommet du château, et nous allions faire le tour de l'attique, la partie haute du château, neuf, n'est-ce pas? Une rambarde qui entoure le toit supérieur du château du 16e, la partie 16e du château. Et on a une vue magnifique sur la Durance, à l'ouest, les couchers de soleil, sur les plaines d'oliviers. C'est fabuleux, c'est indescriptible. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Et puis, Jacques Gorbov était là avec nous. Et William François dit à Henri Bosco, vous savez, faites attention parce que il est tout à fait capable de vous prendre par une jambe et de vous faire passer par-dessus. Mais Bosco était presque tremblant de peur. Il s'est éloigné tout de suite de Gorbov. Enfin,
c'est une anecdote si vous voulez. Mais en fait, il avait vraiment une peur terrible de tout ce qui lui paraissait excessif dans cet ordre précisément un peu infernal. Il croyait au diable d'ailleurs, Bosco. Oui, il croyait profondément au diable. Dans la mesure où, dans la religion catholique, on croit aux démons, lui, il croyait au diable. Il y a tous les diables, vraiment, tous les diables. Et il s'en défendait. Sa mère était extrêmement superstitieuse et c'est peut-être elle d'ailleurs qui a... était très superstitieuse. Elle a eu un comportement un peu difficile à son égard, dans les dernières années de sa vie. Il a toujours voué un très grand respect et même une certaine passion, tout en étant très lucide sur des comportements un peu erratiques qu'elle avait parfois. Elle avait perdu 4 enfants avant Bosco. Elle avait perdu 4 enfants avant Bosco. Bosco a été un enfant fragile, vous le savez. Nous l'avons vu à travers ses confidences de ses 3 ouvrages de mémoire, n'est-ce pas? Et elle savait qu'il fallait le protéger, cet enfant. Construisait-il ses livres? Il prétendait qu'il suffisait de se mettre en présence d'un paysage et d'attendre. Alors, attendre que les choses se passent. Je suis convaincu qu'il y a chez lui une sorte d'ontologie du gai, guetter, du verbe guetter. C'est un homme qui ne se contente pas d'observer les choses autour de lui, mais de guetter derrière le phénomène une autre réalité. Nous sommes toujours des impatients. Bosco, c'était un homme lent. Il n'aimait pas qu'on parle trop, il n'aimait pas les lumières trop brillantes, il aimait la lampe à huile dans un coin paisible de la maison. C'était un homme du calme et du silence, de l'attente. Chez Bosco, l'infime surgit, se développe et devient gigantesque parce qu'il sait l'attendre. L'univers de Bosco, on l'a dit bien avant moi, c'est un univers ambivalent. Alors là, nous touchons la zone d'ombre. Et après Malicroix, par exemple, après le cycle d'Hyacinthe, en 1950, commence la fameuse lignée de moi ce que j'appelle les romans noirs de Henri Bosco, avec le Rameau de la nuit. Il y a eu une coupure. Puis, après, vous avez l'Antiquaire. Voilà 2 grands sommets. Hélas, très peu connus des lecteurs de Bosco. Puis vous aurez après une sorte de retour à ce que j'appelle un pèlerinage aux sources. Il rentre en France en 1955. Et effectivement, à partir de 55, vous aurez 14 ans environ, où vous allez le voir se tourner vers les souvenirs d'enfance, la geste de sa famille. Les Balestas, c'est magnifique. Voir une sorte de personnage qui est pour lui une sorte de protection contre le noir, c'est Saint Jean Bosco, son parent vraisemblablement. Et puis, c'est plus fort que lui. Vous allez voir, à partir d'un livre de transition qui est de toute beauté, qui s'appelle Mon compagnon de songe, de 1967, revient la veine noire, le filon noir. C'est en 1971, mais il a commencé bien avant, ça a duré 3 ans. Ça a été le récif, qui se passe en Grèce. On dira en Grèce, ça y est, c'est la Grèce des temples, c'est la Grèce apollinienne, c'est la Grèce du soleil, pensez-vous. C'est la Grèce de la nuit, du sang, des abîmes, de l'horreur sacrée, bien entendu. Et puis alors, c'est le tout dernier roman, c'est Une ombre, qu'il n'a pas achevé. Il l'a commencé très tôt, dès 1972, et je l'ai publié 2 ans après. De la conscience claire, mais en même temps l'attente. Cette lumière veille. Vous voyez, le mot veiller est lié à la notion de veille. Eh bien, cette lumière attend. Elle nous invite à attendre. Donc, elle ressemble à l'âme. Bosco est un grand rêveur de lampes. Il y a beaucoup de lampes effectivement dans les romans de Bosco, mais il est très attiré par l'ombre. Bien, l'ombre n'existe que par la lampe. Le fait qu'il y ait une lampe rend l'ombre, anime l'ombre. L'ombre bouge. Et l'ombre devient inquiétante sous l'effet justement de la lampe. Il y a là une accointance, un lien. Mais que Bosco ait beaucoup aimé l'ombre, c'est encore ce que je répète, c'est qu'il aimait se faire peur. Et l'ombre fait peur. Il se lovait voluptueusement dans l'ombre, et alors là, il écoutait avec une intensité extraordinaire, et il essayait de voir ce que l'ombre pouvait lui dire.
Qui sait? L'ombre, quand on l'écoute bien... Thème d'un homme qui, cette fois, n'aurait pas perdu son ombre, mais d'une ombre qui aurait perdu, sinon son homme, car c'est une ombre d'une femme, au moins de son corps. Et alors là, il se trouve confronté à ce mystère de la mort. Elle est toute proche, hein. Il commence le livre en 72 et il va donc l'interrompre, il sera interrompu en 76. Et très souvent, il m'a écrit en disant « Il faut que je le termine, sinon la mort l'emportera ». Je crois que de toute façon, la mort devait l'emporter. Et alors le problème, nous citions tout à l'heure le rameau de la nuit, c'est qui peut revivre? Il faut vraiment qu'il ait des pouvoirs magiques, hallucinatoires, extraordinaires, pour nous faire croire qu'une ombre qui apparaît un jour sur le sol ensoleillé, près d'une vieille forge, plein soleil, une ombre qui a peut-être des contours un peu humains, qui va reparaître 6 fois dans le roman, et qui à la fin va apparaître, je cite, car il faut le lire, comme une matière vivante, sombre comme du bronze. Une matière vivante, sombre comme du bronze. Une créature à demi humaine, à mi-corps dégagé du mur, mais ses jambes emprisonnées dans la pierre n'avaient pu suivre son élan douloureusement arrêté. Cet élan avait fait jaillir 2 seins durs. Il se tendait vers moi, comme une offrande. C'est formidable. Une créature qui sort des ténèbres, pas n'importe quelle ténèbre, de la mort, pour vous offrir son corps, pour vous presser dans ses bras. Mais qu'est-ce qui va se produire? Évidemment, le héros va perdre connaissance. C'est une créature de l'ombre. Elle est l'image, je cite, d'un désir tragique. Voilà tout le mystère. C'est un livre étonnant, hein, que seule la mort pouvait interrompre, bien sûr. C'est un livre de peur, de terreur. On a l'impression que Bosco, dans son rêve, car c'est un rêve, on ne peut absolument pas comprendre, écoute, c'est une expression qui m'avait frappé chez Homère, il écoute les appels qui montent du pays que va découvrir Ulysse, le pays des morts, le pays de la peur verdâtre. La peur verdâtre. Il est devant la foule monstrueuse des âmes des Kuomanteya, avide de sang. Alors là, je crois que à la veille de son effacement charnel, jamais Bosco n'a été aussi proche de sa plus profonde... Le texte était lu par Michel Derville. Prise de son René Boutron, Georges Arrigoni. Mixage Agnès Warnier. Réalisation Christine Berlamont. L'association L'Amitié Henri Bosco s'est créée autour d'un fonds de documentation ouvert aux chercheurs qui est situé à la bibliothèque Lettres de l'Université de Nice. Cette association fait paraître une revue, Les Cahiers Henri Bosco. 31 numéros ont été publiés à ce jour. Amitié Henri Bosco, Palais Aurore, 33 boulevard Tsarevitch, Nice.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juillet 1995.